Nous avons besoin d'espace, a-t-elle dit. J'ai pris mes outils et traversé la frontière. 3 enfants, 26 ans, un secret qui a tout brisé. Quand elle a finalement appelé, une autre femme a répondu. Ce qui s'est passé ensuite a détruit la vie qu'elle pensait avoir gardée. Mon nom est Clifton Decker. J'ai 54 ans. Je possède une entreprise de gestion des déchets. Des tournées d'ordures, des contrats municipaux, une flotte de 12 camions. Ce n'est pas glamour, mais c'est à moi. Je l'ai construite à partir d'un seul camion en location et d'un accord verbal avec la ville il y a 22 ans. Cette entreprise a nourri ma famille, a fait passer 3 enfants à travers l'école et a maintenu les lumières allumées à travers toutes les tempêtes. Paula et moi sommes mariés depuis 26 ans. Nous avons 3 enfants, Cole, 28 ans, Cassidy, 24 ans, et Finn, 19 ans. Finn est venu à nous d'un placement familial du comté quand il avait 2 ans. L'adoption a été finalisée avant son 3e anniversaire. Il n'a jamais rien connu d'autre et nous ne lui avons jamais dit le contraire. Paula disait que nous lui dirions quand le moment serait venu. Le moment n'a jamais semblé juste et les années ont passé. C'était un samedi fin octobre. J'étais dehors, en train de nettoyer l'allée au nettoyeur haute pression. Quelque chose que je faisais chaque automne, un de ces rituels qui sont restés. Paula est sortie en robe de chambre, sa tasse de café dans les 2 mains, et s'est tenue au bord du patio. Elle avait ce regard qu'elle avait parfois. Celui qui signifiait qu'elle avait répété quelque chose. Cliff, a-t-elle commencé, utilisant la version courte de mon nom. Elle ne l'utilisait que lorsque la conversation la concernait. Je pense que nous avons besoin d'espace. J'ai éteint le nettoyeur haute pression. Le silence qui a suivi était différent de ceux de la table du dîner. Celui-ci avait des crocs. De l'espace, ai-je répété. Je ne parle pas de divorce. Elle a changé son poids. Juste du temps, un peu d'air. Nous tournons en rond depuis des années, et j'ai besoin de comprendre certaines choses. Je l'ai regardée un long moment. J'ai remarqué qu'elle ne me regardait pas. Elle regardait la ligne d'arbres derrière la clôture comme si la réponse à quelque chose se trouvait là, dans les branches nues de novembre. J'ai pensé à ce que mon père aurait fait. J'ai pensé à ce que 26 ans représentaient face à une femme qui ne pouvait pas vous regarder dans les yeux un samedi matin. D'accord, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. D'accord, tu as demandé de l'espace, Paula. Je ne vais pas te faire changer d'avis. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle s'attendait à une dispute ou au moins à une négociation. Elle avait répété une conversation différente de celle qu'elle recevait. J'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. La surprise. Puis un éclair rapide de quelque chose de plus difficile à nommer. Peut-être de la déception que je ne la supplie pas. Je suis entré, j'ai séché mes mains et je suis monté. J'ai sorti mon grand sac de voyage de l'étagère du placard et j'ai commencé à emballer les choses qui étaient vraiment à moi, mes vêtements, mes bottes, le portefeuille en cuir que mon père m'avait donné, la vieille montre à gousset de mon grand-père qui était sur ma commode. J'ai agi délibérément, sans me presser, sans claquer de tiroir. Paula est apparue dans l'embrasure de la porte. Tu n'as pas à partir ce soir. Tu as dit que tu avais besoin d'espace. J'ai plié une chemise en flanelle. Je te le donne. Je parle d'espace dans la maison, Cliff, pas. Je ne voulais pas que tu ailles quelque part. Je me suis arrêté et je l'ai regardé directement. Paula, tu es partie depuis un moment déjà. Je pense que nous le savons tous les deux. Tu viens juste de le dire à voix haute. Elle n'a pas répondu. Le silence l'a fait pour elle. J'ai fermé le sac, pris mes clés et je suis passé devant elle dans l'embrasure de la porte. En bas, j'ai pris un morceau de papier dans le tiroir de la cuisine et j'ai écrit 4 mots. Je l'ai laissé sur le comptoir à côté de sa cafetière. Puis j'ai pris mon sac et je suis sorti vers mon camion. L'allée était encore mouillée par le nettoyeur haute pression. Mes bottes y ont laissé des empreintes en marchant vers le camion. Je n'ai pas regardé la maison. Non pas parce que j'étais en colère. Je ne l'étais pas vraiment, mais parce que certaines portes, une fois que vous les avez franchies, vous ne vous retournez pas pour les admirer en sortant. Le mot disait, je t'ai entendu. Prends soin de toi. C'était la chose la plus honnête que j'ai écrite depuis des années. Dimanche matin est arrivé tranquillement. Ce genre de calme particulier qui n'existe que lorsqu'une maison réalise qu'il manque quelqu'un qui était toujours là.
Paula s'est réveillée à 7h15. Je le sais parce qu'elle l'a dit à Cassidy plus tard, et Cassidy m'a tout dit finalement. Le ventilateur ne fonctionnait pas. Je faisais toujours fonctionner le ventilateur. Elle a dit que le silence l'avait réveillée avant la lumière. Elle est descendue et a trouvé mon mot sur le comptoir. 4 mots, je t'ai entendu. Prends soin de toi. Ma clé de maison posée dessus comme un point à la fin de la phrase qu'elle pensait écrire. Je n'étais pas là pour voir son visage, mais je connais assez bien Paula pour l'imaginer. Cette fraction de seconde où la performance s'effondre et la vraie personne transparaît avant qu'elle ne puisse se ressaisir. Elle m'a appelé à 7h42. J'étais déjà à 2 états de là, assis dans une station-service près de Knoxville, avec un mauvais café et l'esprit clair. J'ai regardé le téléphone s'allumer. Son nom, sa photo, une d'une vacance à la plage il y a 4 ans. J'ai laissé sonner. Elle a appelé 3 fois de plus avant midi. Puis sont venus les SMS. Où es-tu allé? C'est ridicule. Cliff, appelle-moi. Chaque message un peu plus court que le précédent, comme si elle rationnait sa fierté. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que j'étais cruel. Je veux être clair là-dessus. Je n'avais juste rien d'utile à dire pour l'instant. Et je n'ai jamais vu l'intérêt de parler quand on n'a rien qui fasse avancer les choses. Cet après-midi-là, elle a appelé Ron. Mon frère a décroché aux 2e sonnerie. Ron est un homme direct. Pas de détour, pas d'adoucissement. Elle a demandé si j'étais avec lui. Il lui a dit non. Elle a demandé s'il savait où j'étais. Il lui a dit que si je voulais qu'elle le sache, elle le saurait. Elle a insisté. Il n'a pas bougé. Elle a raccroché. Ron m'a envoyé un SMS après. Elle a appelé. Je ne lui ai rien dit. Tu vas bien? J'ai répondu par SMS. Oui, merci. C'était toute la conversation. C'est ça. Pendant ce temps, j'ai continué à conduire. J'ai pris une décision quelque part à la frontière du Tennessee. Pas une décision imprudente. Pas une décision émotionnelle. Une décision pratique. La façon dont je prends la plupart des décisions. J'avais besoin de distance. Une vraie distance. Pas le genre de chambre d'amis que Paula avait probablement imaginé. Où je ferais la tête pendant 2 semaines jusqu'à ce qu'elle décide qu'elle avait fait passer son message. Ce n'était pas de l'espace. C'était du théâtre. Et j'en avais fini de jouer. J'avais un contact dans l'est du Tennessee. Un homme nommé Mel, camionneur à la retraite, possédait une petite propriété locative en dehors de la ville appelée Hartwell. Population un peu plus de 2000 habitants. J'avais fait du travail pour le fils de Mel il y a 3 ans. Transporter des débris de construction sur un grand projet de rénovation. Mel avait mentionné une fois qu'il gardait l'unité vide, louée à bas prix à la bonne personne. Je l'avais rangée sans savoir pourquoi. Parfois, on met des choses en banque sans savoir encore à quel compte elles appartiennent. Je l'ai appelé depuis la station-service. Il a répondu à la 3e sonnerie. Il a reconnu ma voix et m'a dit que l'unité était disponible. 850 $ par mois, charges comprises, petite véranda, vue sur l'étang. Je lui ai dit que j'y serais en soirée. Il m'a dit qu'il laisserait la clé sous le paillasson. C'est le genre de marché que l'on ne peut faire qu'avec un certain type d'homme. Ce que Paula a découvert au cours des 72 heures suivantes, je l'ai reconstitué plus tard grâce à Cassidy et en fouillant son compte Netflix. J'avais annulé l'abonnement familial et créé un abonnement séparé à mon nom. Une étape que j'avais prise 2 semaines avant ce samedi. Non par dépit, juste parce que je séparais discrètement les choses depuis un certain temps. Comme on range discrètement ses outils avant un gros travail. Le compte bancaire joint avait été restructuré. J'avais parlé à un avocat financier 3 mois auparavant, non pas parce que j'avais l'intention de partir un jour précis, mais parce qu'un homme dans ma position, avec des actifs commerciaux et des contrats municipaux, a besoin que ses papiers soient en ordre. L'avocat avait conseillé une fiducie. Je l'avais mise en place avec Cole, Cassidy et Finn comme bénéficiaires. Mes intérêts commerciaux, le compte d'investissement, la propriété locative que j'avais achetée en 2019, tout cela structuré correctement, légalement documenté avant que tout cela ne devienne ce que c'est devenu. L'accès de Paula au compte courant joint couvrait ses dépenses de base. Rien n'a été coupé du jour au lendemain, mais rien n'était non plus illimité. Elle est allée au garage mardi soir,
selon Cassidy, cherchant quelque chose. Peut-être des réponses, peut-être des preuves, peut-être juste un endroit où se tenir qui ressemblait encore à nous. Cassidy a dit qu'elle avait trouvé sur le mur du fond, derrière la vieille boîte à outils. Quelque chose que j'avais fait un lent jeudi soir, environ 6 mois auparavant, quand j'étais la seule, pensant à des choses pour lesquelles je n'avais pas encore de mots. J'avais pris mon couteau de poche et gravé 2 lettres et un chiffre dans le support de l'étagère en bois. Petit, facile à manquer à moins de chercher. S'aider à trouver la paix ici. Mes initiales et une ligne qui disait tout ce que je ne pouvais pas. Non pas comme une déclaration dramatique, juste comme une note à moi-même que j'avais déjà fait la paix avec quelque chose, même avant d'avoir les mots pour l'expliquer. Paula l'a fixé longtemps, selon Cassidy. Puis elle est rentrée à l'intérieur et n'en a parlé à personne avant bien plus tard. Cette nuit-là, je me suis assis sur le porche de la maison de location de Mel et j'ai écouté les grenouilles et les camions lointains sur l'autoroute. J'ai ouvert le petit journal en cuir que j'avais emballé, celui dans lequel je n'avais jamais écrit auparavant, et j'ai écrit une ligne. 27 octobre, première nuit, pas de bruit. C'était tout. J'ai fermé le journal, posé mon café sur la rampe et regardé les temps s'assombrir à mesure que le soleil finissait de tomber. Je ne me sentais pas comme un homme qui avait abandonné sa vie. Je me sentais comme un homme qui avait enfin commencé à la vivre selon ses propres termes. Il y a une différence, une grande différence. Paula a tenu le coup pendant environ 4 jours. Puis elle a commencé à tirer les ficelles. Je le sais parce que Cassidy m'a appelé le 5e jour. Pas pour signaler quoi que ce soit, juste pour entendre ma voix, a-t-elle dit. Mais les filles parlent, et quand elles parlent, les choses sortent de travers. Elle a mentionné que sa mère était silencieuse d'une manière qui ne ressemblait pas au calme. Le genre de silence qui signifie que quelqu'un est en train de digérer quelque chose pour lequel il n'a pas encore de mots. La première chose que Paula a frappé, c'est le compte bancaire. Elle était allée au guichet automatique jeudi matin, et le chiffre à l'écran n'était pas le chiffre qu'elle attendait. Il n'était pas à 0. Je ne suis pas ce genre d'homme. Mais l'épargne conjointe avait été réduite à un solde de fonctionnement suffisant pour couvrir le prêt immobilier pour les 2 mois à venir, les charges, son assurance automobile, les courses. Le reste avait été transféré légalement, correctement, dans la fiducie que j'avais établie avec mon avocat 8 mois auparavant. Bien avant ce samedi matin, bien avant qu'elle ne se tienne sur le patio avec son café et son discours répété. Selon Cassidy, Paula a appelé la banque, puis a appelé notre comptable, Frank, un homme qui faisait nos impôts depuis 16 ans. Frank lui a dit qu'il ne pouvait pas discuter des détails de comptes qui n'étaient pas à son nom. Elle a insisté. Il a tenu bon. Elle lui a raccroché au nez. Frank m'a appelé après et m'a dit de sa voix plate de comptable, elle va comprendre petit à petit. Je lui ai dit que c'était très bien. Certaines choses sont mieux comprises lentement. L'annulation de Netflix, elle l'a découverte jeudi soir, lorsqu'elle s'est assise avec un verre de vin et sa télécommande. Le compte de streaming avait été restructuré la semaine précédant mon départ. Son profil était toujours là, mais la facturation avait disparu. Une petite chose, mais les petites choses frappent fort quand on est déjà déséquilibré. Le compte de messagerie partagée, celui que nous utilisions pour les affaires ménagères, la correspondance scolaire des enfants, les avis de l'association de quartier. J'ai tout transféré vers une nouvelle adresse et j'ai supprimé mon accès. Elle a essayé de se connecter vendredi et a reçu une demande de récupération qui ne menait nulle part. Elle a rappelé Ron. Il a répondu, ce dont je lui suis reconnaissant. Elle a demandé où j'étais. Il lui a dit qu'il ne connaissait pas les détails, ce qui était techniquement vrai. Il connaissait l'État, pas la ville. Elle a dit qu'elle avait besoin de me parler. Ron a dit, aussi calmement qu'un homme lisant un bulletin météo, Paula, il t'a donné ce que tu as demandé. Je réfléchirais très sérieusement si tu le voulais vraiment avant de décider de la prochaine étape. Puis il a dit au revoir comme un homme qui avait terminé une tâche et a raccroché. Ce qu'elle a trouvé dans le garage dimanche, je ne l'ai appris que bien plus tard de Cassidy. Paula était allée là-bas chercher quelque chose. Elle a dit à Cassidy qu'elle ne savait même pas quoi. Peut-être pensait-elle qu'il y aurait une note qu'elle aurait manquée, une explication plus longue que 4 mots. Elle a fouillé l'étagère le long du mur du fond, déplaçant de vieilles boîtes de teinture, une boîte de lumière de Noël. Le jeu de douille que les enfants m'avaient donné 3 Noëls auparavant. Derrière le jeu de douille, sur la poutre de support en bois, elle l'a trouvé. Je l'avais mis là il y a environ 7 mois,
un soir tranquille où la maison était silencieuse et où je ruminais des choses. J'avais pris mon couteau de poche et gravé de petites lettres nettes dans la poutre, là où le jeu de douille les cacherait. S'aider à trouver la paix ici. Mes initiales, une date en dessous, et cette seule ligne. Cassidy a dit que sa mère était restée là longtemps, la main sur la poutre. Puis elle est rentrée à l'intérieur, a versé ce qu'il restait de son café et n'est pas revenue au garage pendant des semaines. Hartwell, Tennessee, était niché au fond d'une longue vallée, comme quelque chose que l'autoroute avait oublié de ramasser en passant. Une route principale, un restaurant qui fermait à 14 heures, un magasin d'alimentation qui servait aussi de centre de rumeurs, et une église dont le panneau de message devant changeait chaque lundi avec un nouveau conseil que personne n'avait demandé. J'y suis arrivé un dimanche soir, j'ai trouvé la location de Mel près de l'étang, j'ai récupéré la clé sous le paillasson, et je suis resté sur la petite véranda pendant 10 minutes avant d'entrer. L'air sentait le fumé liquide et l'eau froide. Pas de sirène, pas d'application de quartier avec des postes passifs-agressifs sur le stationnement. Non, Paula. L'intérieur était simple. Un lit, une table avec des chaises, une cuisine avec tout ce qu'il fallait, et une salle de bain avec une pomme de douche un peu basse. Je pouvais la réparer. Je réparais des choses pour vivre. J'ai déballé ce que j'avais apporté, mes vêtements, mes bottes, mes outils, le journal en cuir, et j'ai tout mis à sa place avec la même délibération que j'utilisais sur les chantiers. Une place pour chaque chose. Chaque chose à sa place. J'avais géré mon entreprise selon ce principe pendant 22 ans. Il s'avère que cela fonctionne tout aussi bien pour une réinitialisation de vie. Mel est passé lundi matin pour s'assurer que le chauffage fonctionnait. C'était un homme grand, se déplaçant lentement comme les hommes le font lorsque leurs articulations ont trop voyagé. Il m'a serré la main, a vérifié le thermostat et m'a dit que la voisine d'à côté, une femme nommée Linda, avait l'habitude d'apporter de la nourriture quand de nouveaux locataires arrivaient, car elle disait que c'était la façon de faire de sa grand-mère et qu'elle ne voyait aucune raison d'arrêter. C'est une bonne personne, a simplement dit Mel. Elle a perdu son mari il y a 2 ans. Elle reste occupée. J'ai hoché la tête et j'ai dit que j'appréciais l'avertissement. Mel m'a jeté un regard qui disait que ce n'était pas un avertissement, juste une information, et il est parti. Linda est arrivée mardi après-midi avec un plat couvert et sans excuse pour l'interruption. Elle avait 46 ans, les cheveux bruns, posés comme les gens le deviennent quand ils ont traversé quelque chose de réel et en sont sortis debout. Elle a posé le plat sur la rampe de mon Porsche et a dit qu'elle n'entrerait pas sans y être invitée, qu'elle voulait juste s'assurer que j'avais quelque chose de chaud qui ne soit pas de la nourriture de station-service. Je l'ai invitée à prendre un café parce que c'était la bonne chose à faire et parce que, si je suis honnête, je n'avais parlé à personne d'autre qu'à moi-même et à un étang plein de canards depuis 2 jours. Elle s'est assise à la table de la cuisine et nous avons parlé pendant 40 minutes. Pas de choses lourdes, mais de la ville, des heures du restaurant, du meilleur magasin de bricolage à portée de voiture. Du fait que le panneau de l'église disait actuellement « Inquiétez-vous moins, priez plus, et pour l'amour du ciel, utilisez votre clignotant ». Elle a ri à cette dernière partie. C'était un vrai rire. Le genre qui n'a pas besoin d'un public. Puis elle a mentionné son mari, Gary. Et la façon dont elle a prononcé son nom avait cette régularité particulière. Le genre qui vient après l'avoir 10 000 fois à travers le chagrin et qui finit par ne plus faire mal. Je connaissais Gary. C'est ce que je n'avais pas dit à Mel. Gary Sutton avait été mon meilleur ami pendant 15 ans avant qu'un accident de la route il y a 2 hivers ne l'emporte un mardi matin, alors qu'il se rendait sur un chantier. J'avais été porteur du cercueil. J'avais assisté aux funérailles sous le vent de janvier et j'avais tenu le coup parce que Gary m'aurait dit de ne pas faire de scène. Quand Linda a mentionné son nom, je lui ai dit que je le connaissais. Elle est restée très immobile. Puis elle a dit, il parlait de toi, Clifton, le gars des camions. Il disait que tu étais l'homme le plus têtu et le plus honnête qu'il ait jamais rencontré. Je n'ai pas eu de réponse immédiate à cela. J'ai juste gardé ça en moi comme un homme qui garde quelque chose qui a coûté cher à tenir. Nous avons terminé notre café. Elle a repris le plat et a dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, de frapper à sa porte. J'ai dit que je le ferais. Elle est repartie sur le chemin de gravier vers chez elle. Et je suis resté sur ma porte, la regardant partir avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le sentiment que j'étais peut-être au bon endroit. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai écrit dans le journal. Jour 4, Hartwell. La femme de Gary vit 2 portes plus loin.
Il a toujours veillé sur moi. 3 semaines après mon départ, Paula a convoqué une réunion de famille. C'est ce que Cassidy a appelé une réunion de famille. Avec le même ton neutre qu'elle utilisait pour décrire quelque chose qui la mettait mal à l'aise, mais qu'elle n'était pas encore prête à juger entièrement. Cole est venu de son appartement de l'autre côté de la ville. Cassidy était déjà là. Finn était à la maison, assis sur le canapé, les coudes sur les genoux, encore assez jeune pour penser qu'une réunion de famille convoquée par les parents signifiait que quelque chose de réparable allait être réparé. Paula les a fait s'asseoir dans le salon et leur a dit que leur père était parti sans prévenir et ne répondait pas à ses appels. Cette dernière partie n'était pas entièrement exacte. Je lui avais dit clairement que je lui donnais ce qu'elle avait demandé, mais je n'étais pas là pour apporter une correction. Cole l'a pris comme je m'attendais à ce que Cole le prenne. Il avait 28 ans, les épaules larges, bâti comme son grand-père, et avait toujours eu tendance à protéger sa mère dans les situations où quelqu'un avait besoin d'être protégé. Il a dit des choses sur la responsabilité et sur le fait qu'un homme ne quitte pas sa famille comme ça. Je ne lui en veux pas. Il n'avait pas encore toutes les informations. Personne ne les avait. Cassidy a posé des questions. C'était toujours son instinct, non pas de réagir, mais de demander. Elle voulait savoir ce que Paula m'avait dit le matin de mon départ. Paula lui a donné une version. Cassidy a écouté cette version tranquillement, ce qui signifiait qu'elle ne la croyait pas entièrement, mais n'était pas prête à le dire. Finn n'a pas dit grand-chose. Il est resté assis, absorbant les choses difficiles comme il l'avait toujours fait. Très immobile, très attentif, traitant l'information avec un délai. Il avait 19 ans et il aimait son père de cette manière simple que les jeunes enfants portent parfois plus longtemps que les plus âgés parce que la vie ne l'a pas encore compliqué pour eux. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'ai appris que bien plus tard de Cassidy. Elle m'a dit que Paula avait attendu après que Cole soit rentré chez lui et que Cassidy soit monté. Puis elle s'est assise seule avec Finn. Je ne sais pas exactement comment elle l'a dit. Cassidy n'était pas dans la pièce, mais le résultat a été que Finn a appris à 19 ans, assis sur le canapé du salon de la maison où il avait grandi, qu'il était adopté, que l'homme qu'il appelait papa l'avait choisi dans un foyer d'accueil du comté à l'âge de 2 ans. Et ne lui avait jamais fait sentir qu'il était autre chose qu'un d'équerre. Le calcul de Paula, d'après ce que je peux en déduire, était que cette nouvelle ébranlerait la loyauté de Finn envers moi. Qu'elle recadrerait notre relation comme quelque chose de conditionnel, une transaction, un arrangement administratif, et redirigerait sa colère vers l'homme qui avait gardé un secret plutôt que vers la femme qui avait gardé le même. Le calcul a échoué complètement. Finn a quitté la maison cette nuit-là. Il a conduit jusqu'à chez Ron et est resté assis dans la cuisine de Ron jusqu'à 23 heures, ne parlant pas beaucoup, juste assis. Ron m'a appelé le lendemain matin. Il sait. Ron a dit. J'ai dit, comment va-t-il? Silencieux. Il réfléchit. Une pause. La façon dont on réagit quand quelque chose frappe fort, mais atterrit proprement. J'ai demandé à Ron de dire à Finn que je l'appellerai quand je serai prêt à parler correctement. Pas par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, pas par SMS, mais au téléphone comme deux hommes qui se respectent. Ron a transmis le message. Finn a apparemment hoché la tête et a dit qu'il attendrait. Ce que Ron ne m'a dit que plus tard, c'est ce qui s'est passé quand Cassidy a fouillé la maison la semaine suivante, aidant Paula à trier des papiers d'assurance. Cassidy l'a trouvé dans le tiroir de la cuisine, sous un dossier de vieux dossiers scolaires qu'elle avait tiré par accident. C'était une lettre datée d'il y a 11 ans, adressée à une entreprise appelée Meridian Way Solutions de Nashville. Une lettre formelle refusant une offre de rachat de partenariat et un contrat d'expansion régionale valant à l'époque environ 400 000 $ de revenus annuels projetés. Je l'avais écrite à la table de la cuisine un jeudi soir après que Paula m'eût dit clairement qu'elle n'était pas disposée à déménager et n'était pas disposée à passer plus d'années à me regarder construire quelque chose au détriment de la vie que nous avions déjà. J'avais accepté. J'avais écrit la lettre le lendemain matin. Je n'en avais plus jamais parlé. Cassidy l'a lu 2 fois, a pris une photo avec son téléphone et a remis l'original dans le tiroir. Elle n'a pas dit à Paula qu'elle l'avait trouvé. Elle m'a envoyé la photo cette nuit-là sans message joint. Je l'ai regardé longtemps. Puis j'ai posé mon téléphone face cachée sur la table de la cuisine à Hartwell et j'ai fini mon café. Certaines choses se font parce qu'elles sont justes. On ne garde pas de reçu. On n'attend pas de crédit. On les fait et on passe à autre chose.
Mais c'est autre chose quand votre fille trouve le reçu 11 ans plus tard et vous l'envoie sans un mot parce qu'elle comprend déjà ce que cela signifie et n'a pas besoin de l'expliquer. J'ai écrit dans le journal cette nuit-là. Cassidy a trouvé la lettre Méridian. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas eu besoin de le faire. Puis je suis allé me coucher et j'ai dormi comme un homme avec la conscience tranquille, ce que j'étais. Paula a fait son mouvement la 6e semaine. Je lui donne le crédit d'avoir tenu si longtemps. Elle a essayé l'approche raisonnable, des SMS, des appels, des emails à l'ancienne adresse. Elle a essayé Ron et s'est heurtée à un mur. Elle a essayé Gary, le comptable, et a essuyé un refus poli. Elle a essayé d'envoyer une lettre à l'ancienne adresse de la maison, qui était notre maison, et donc inutile. À la 6e semaine, elle agissait avec le désespoir particulier de quelqu'un qui a réalisé que la personne qu'elle s'attendait à la poursuivre ne la poursuivait pas. Elle a fait appel à un professionnel, un détective privé de la ville, une femme nommée Diane qui avait un site web qui semblait avoir été conçu par le neveu de quelqu'un, mais qui avait apparemment de solides références. Cassidy l'a découvert parce que Paula avait facturé des honoraires sur une carte qu'elle empruntait occasionnellement pour commander des choses en ligne, et le relevé est arrivé à la maison. Diane, la détective, était méticuleuse. Je lui accorde cela. En moins de 2 semaines, elle avait un emplacement général, l'est du Tennessee, petite ville, propriété locative enregistrée au nom d'un homme appelé Mel. Elle avait une adresse de rue. Paula s'y est rendue un vendredi. Ce qu'elle a trouvé en arrivant à l'adresse n'était pas une confrontation. C'était mon avocat, un homme nommé Phil Garrett, debout au bord de l'allée, vêtu d'un manteau de laine et tenant un dossier. Phil avait le talent de paraître complètement impassible devant tout ce qui se présentait à lui, ce qui est la qualité la plus précieuse qu'un avocat puisse avoir. Il a tendu un document à Paula, un avis formel, pas encore une ordonnance, mais la base d'une ordonnance, citant une surveillance et un contact non désiré après une séparation claire des résidents. Il documentait l'embauche du détective, la surveillance, le trajet en voiture. Tout ce que Diane avait fait avait été enregistré par quelqu'un de mon côté dès le début. Paula est restée là dans l'allée, tenant le document. Phil lui a dit qu'elle était la bienvenue pour consulter son propre avocat. Il lui a dit que j'allais bien, ce qui ne la regardait pas, mais il l'a dit quand même parce que Phil est aussi un homme respectable. Puis il est monté dans sa voiture et est parti. Paula est restée assise dans sa voiture devant la propriété de Mel pendant 20 minutes. Puis elle est repartie. Je n'étais pas chez Mel quand elle est arrivée. J'étais à la table de cuisine de Linda, 3 maisons plus loin, à l'aider à trier une boîte de vieux papiers de Gary. Des documents d'assurance, un garde-meuble qu'elle payait depuis 2 ans sans l'ouvrir parce qu'elle n'était pas prête. Elle avait enfin décidé qu'elle l'était. J'étais la seule personne qu'elle avait demandé d'aider. Nous parlions de Gary, de la façon dont il abordait les problèmes. Direct, méthodique, sans mouvements inutiles. Linda a dit qu'il lui disait toujours que le caractère d'un homme n'était que ses habitudes rendues visibles. J'ai dit que cela lui ressemblait. Mon téléphone a vibré sur la table, un numéro inconnu, celui que je gardais précisément pour ce genre de contact. Je l'ai regardé. Linda a jeté un coup d'œil. « Tu dois prendre ça » a-t-elle demandé. « Juste une seconde » ai-je dit. J'ai décroché. La voix à l'autre bout était Paula. Je l'ai reconnue dès la première syllabe. 26 ans laisse une empreinte sur votre oreille, que vous le vouliez ou non. Elle a dit mon nom, juste, Clifton, comme si elle vérifiait si j'étais toujours réel. Je n'ai pas parlé. J'ai tendu le téléphone à Linda et j'ai dit doucement, ça vous dérange. Linda m'a regardé une fois. Puis elle a pris le téléphone, calme comme une femme qui avait déjà décidé qui elle était et ce qu'elle défendait, et a dit simplement, il n'est pas disponible pour les appels de ce numéro. Puis elle a posé le téléphone face cachée sur la table et me l'a rendu. La ligne est restée active pendant environ 4 secondes de plus. Puis elle a raccroché. Paula a rappelé 2 fois. Les 2 fois, elle est tombée sur une messagerie vocale générique sans nom, juste un numéro. Elle n'a pas laissé de message non plus. Je suis resté là un instant après. Linda est retournée au document d'assurance sans un mot. Comme une femme qui comprend que certaines choses n'ont pas besoin d'être transformées en des moments plus grands qu'elles ne le sont déjà. Merci, ai-je dit. Elle a hoché la tête une fois, a tourné une page et a dit, le garde-meuble de Gary contient principalement des outils. Je pense que tu devrais prendre ce que tu peux utiliser. Je l'ai regardé.
Elle ne levait pas les yeux de la page, mais il y avait quelque chose dans la façon dont ses épaules étaient tendues qui disait « C'est ainsi que je montre aux gens qu'ils comptent ». J'ai tiré le dossier vers moi et je me suis remis au travail. J'ai appelé Finn un mardi soir, 10 jours après que Ron m'eût dit qu'il savait. J'avais attendu parce que je voulais lui laisser de l'espace. Quand quelque chose d'aussi grand tombe sur une personne, la pire chose qu'une autre personne puisse faire est de se précipiter et de commencer à expliquer avant que la poussière ne retombe. J'avais appris cela de mon père, qui était un homme d'un timing délibéré. Il ne parlait jamais à une blessure tant qu'elle était encore à vif, mais il ne la laissait jamais non plus sans réponse. Finn a décroché aux deuxième sonnerie. « Salut, papa » a-t-il dit. Ces deux mots ont atterri quelque part derrière mon sternum et y sont restés. Je m'attendais à moitié à autre chose. De la colère, de la distance, le genre de politesse prudente que les gens utilisent quand ils reconstruisent une position. Ce que j'ai eu à la place, c'était juste lui. Comme toujours. Nous avons parlé pendant 1 h 20. Je lui ai dit la vérité sur tout. Comment il était venu à nous, à quoi ressemblait le processus, pourquoi nous avions attendu pour le lui dire, ce que j'avais toujours cru sur ce qui faisait une famille et ce qui ne le faisait pas. Je lui ai dit que le choisir avait été l'une des 3 meilleures décisions que j'avais prises dans ma vie et que les 2 autres étaient Cole et Cassidy et que je ne les classais pas dans un ordre particulier. Finn est resté silencieux pendant un moment après cela. Puis il a dit, « Elle m'a dit ça pour me séparer de toi. » Je sais, ai-je dit. Ça n'a pas marché. Je le sais aussi. Il a demandé s'il pouvait venir me voir. Je lui ai dit que la porte était ouverte. Il a demandé quand. J'ai dit quand il serait prêt. Il a dit, et vendredi? Il est arrivé jeudi soir. J'ai entendu le camion sur le chemin de gravier juste après 21 h et je suis sorti sur le porche. Ses phares ont balayé les temps, puis il s'est arrêté, a coupé le moteur et est sorti. Et nous sommes restés là un instant dans l'obscurité du Tennessee à nous regarder. Il avait 19 ans et il ressemblait à un jeune homme qui avait porté quelque chose de lourd pendant 1 semaine et demie et qui était enfin assez proche pour le poser. Je suis descendu du porche et j'ai posé ma main sur son épaule et il a saisi mon bras comme le font les jeunes hommes quand ils ne savent pas comment exprimer ce qu'ils veulent dire. Et c'était suffisant. C'était toute la conversation. Celle qui comptait. Nous sommes entrés. J'ai fait du café. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine jusqu'après minuit à parler de tout et de rien, comme on le fait quand l'important a déjà été dit. Et maintenant, on veut juste être dans la même pièce que quelqu'un qui vous connaît. Avant d'aller se coucher, Finn m'a dit qu'il avait fait quelque chose. Environ un mois auparavant, juste après que Paula lui ait dit la vérité, il avait envoyé un kit ADN, l'un des services d'ascendance pour consommateurs, il a dit qu'il ne cherchait rien en particulier. Juste qu'il avait besoin de savoir quelque chose de vrai sur lui-même quand tout le reste lui semblait incertain. Les résultats étaient arrivés la semaine précédente. Il avait trouvé une femme au Kentucky, assez proche pour être une parente au 1er degré. Son profil était actif. Elle avait 41 ans. Son nom était Caroline T. Il ne l'avait pas encore contactée. Il m'a montré le profil sur son téléphone. Je l'ai regardé longtemps. « Qu'est-ce que tu veux en faire ?» ai-je demandé. Il y a réfléchi. « Je veux savoir qui elle est. Je ne sais pas si je veux plus que ça pour l'instant. » C'est un point de départ raisonnable, ai-je dit. Il a hoché la tête. Tu seras d'accord avec ça? Quoi que je découvre? J'ai regardé mon fils, parce que c'est ce qu'il était. Papier ou non, biologie ou non. 19 ans à le choisir chaque jour. Et j'ai dit, Finn, le fait que tu découvres d'où tu viens ne change pas où est ta place. Pas d'un pouce. Il a regardé la table un instant. Puis il a hoché la tête une fois. Comme le font les hommes quand ils ont reçu quelque chose dont ils avaient besoin et qu'ils le rangent soigneusement. D'accord, a-t-il dit. D'accord, nous sommes allés nous coucher. L'étang était silencieux derrière la fenêtre. Je suis resté allongé dans l'obscurité, pensant à Gary Sutton et au choix, et à la façon dont les meilleures choses dans la vie d'un homme ne sont presque jamais les choses qui lui sont arrivées. Mais les choses qu'il a tendues et saisies délibérément. 2 semaines plus tard, Finn a pris contact avec Caroline T. au Kentucky. Elle était vivante, en bonne santé, employée, menant une vie normale dans une petite ville à environ 2 heures de l'endroit où nous avions toujours vécu. L'histoire qu'elle a racontée à Finn, finalement et avec précaution, n'était pas celle de la pauvreté ou de la crise.
Pas de passé dramatique, pas de circonstances impossibles. Elle avait 22 ans, était célibataire et avait pris une décision qu'elle lui a décrite comme « la chose la plus difficile et la plus pratique que j'ai jamais faite ». Finn est revenu de cette conversation calme et posée. Il s'est assis sur le porche avec moi ce soir-là et a dit « Elle semble aller bien ». Elle a dit qu'elle pensait à moi. « Qu'en penses-tu » ai-je demandé. Il a regardé les temps, elle est comme une étrangère qui a pris une décision qui m'a mené à toi. Une pause. Je pense que c'est probablement la bonne façon de le ressentir. Je n'ai pas discuté. Je lui ai juste tendu son café et nous sommes restés assis alors que le soir du Tennessee devenait violet, puis sombre. Deux hommes qui avaient tous les deux trouvé leur chemin vers le même petit Porsche par des routes très différentes et étaient satisfaits d'être exactement là où ils étaient. Paula a fait son deuxième trajet vers le Tennessee 3 semaines après que le premier ait été accueilli par Phil Garrett et un document juridique. Cette fois, il n'y a pas eu d'avertissement. Elle était passée à une voiture de location, Cassidy me l'a dit plus tard, pensant que mes contacts ne la reconnaîtraient pas. Ce qu'elle n'avait pas pris en compte, c'était Mel, qui était à la retraite depuis 15 ans et avait développé la patience d'observation particulière d'un homme qui n'avait rien à prouver et tout le temps pour le faire. Mel a repéré la voiture de location au bout de l'allée avant qu'elle n'atteigne l'entrée et m'a appelé avant même que Paula n'ait garé. Je n'étais pas là quand elle est arrivée. J'étais à 2 villes de là, ramassant du bois pour une réparation de terrasse que je faisais pour une famille à Hartwell. Un travail d'appoint que j'avais pris parce que le mari s'était blessé au dos et que le bois était dans leur jardin depuis juillet. Quand Mel a appelé, je lui ai dit que j'allais prévenir Phil. L'assistante de Phil a appelé la ligne non urgente locale et un agent est passé vérifier la propriété par courtoisie. Paula est restée assise dans sa voiture de location sur l'allée pendant 45 minutes. Personne n'est sorti. Personne ne l'a interpellée. Elle est finalement repartie par où elle était venue. Ce qui s'est passé à la maison a été plus lent et, d'une certaine manière, pire. Cassidy m'a dit que le voisinage avait commencé à se distancer de Paula dans les semaines suivant mon départ. Ce n'était pas dramatique. Pas de confrontation, pas de scène, juste le retrait progressif de personnes qui nous connaissaient tous les deux depuis 20 ans et qui avaient fait leurs propres calculs. Notre voisin Roy, un postier à la retraite qui avait partagé une clôture avec nous pendant 18 ans et m'avait emprunté mon camion plus de fois que je ne pouvais les compter, a arrêté de venir. Il frappait toujours à la porte latérale le samedi matin quand il avait des tomates supplémentaires du jardin. Les coups ont cessé. Paula l'a mentionné à Cassidy comme si c'était un inconvénient mineur. Cassidy n'a rien dit parce que Cassidy avait vu Roy au magasin de bricolage et il lui avait demandé discrètement comment allait son père. L'application du quartier, celle gérée par l'association de propriétaires, pleine d'annonces de chiens perdus et de notes passives-agressives sur les souffleurs de feuilles, est devenue silencieuse pour Paula. Elle en avait été un membre actif, du genre à poster des rappels sur les horaires de collecte des ordures. Une semaine, elle a posté quelque chose et n'a reçu aucune réponse. La semaine suivante, son accès aux publications avait été discrètement retiré du fil principal par le modérateur, une femme nommée Carole qui était à notre barbecue du 4 juillet depuis 12 ans. Cassidy m'a dit que Paula avait appelé Carole pour lui poser la question. Carole avait dit qu'il y avait eu un vote communautaire sur les exigences d'adhésion active et en était resté là. Ce n'était pas de la cruauté. C'était juste le poids de 20 ans de personnes qui savaient qui nous étions tous les deux et qui décidaient tranquillement quelle version de l'histoire sonnait juste. Puis vint la découverte qui frappa Paula le plus durement. Mon avocat Phil avait travaillé avec un consultant en criminalistique numérique dans le cadre des procédures de séparation formelle. Un processus standard, examen des comptes partagés, documentation des communications, établissement d'une ligne claire entre les actifs communs et individuels. Le consultant l'a trouvé sur l'ordinateur portable que j'avais laissé derrière moi, l'ordinateur familial, celui qui était sur le bureau à domicile et qui avait été utilisé pour les factures ménagères, les dossiers scolaires, les documents fiscaux. Un logiciel de surveillance installé il y a 7 ans. Il enregistrait les frappes de clavier, capturait des captures d'écran à intervalles réguliers et envoyait un résumé quotidien à une adresse email secondaire dont je n'avais jamais été informé. 7 ans. Phil m'a appelé un mercredi matin et m'a dit, du ton mesuré que les avocats utilisent quand ils veulent s'assurer que vous comprenez la signification sans faire de commentaires. Il a dit que la documentation était complète et serait utile. Je l'ai remercié, j'ai mis fin à l'appel et je suis resté assis à la table de la cuisine à Hartwell pendant un long moment. 7 ans. Tout ce temps, je pensais que nous étions simplement deux personnes qui s'étaient eu l'une l'autre.
Elle lisait mon écran. Elle avait vu la lettre Méridian quand je l'avais écrite. Elle avait vu chaque email à Ron, chaque SMS que j'avais envoyé depuis l'ordinateur portable, chaque recherche que j'avais faite sur la structure de la fiducie et la consultation avec l'avocat. Elle savait à un certain niveau que je me préparais et elle n'avait rien dit. Juste continuer à observer, continuer à enregistrer. J'ai pensé au silence à la table du dîner, à son poids particulier, et j'ai compris finalement que ce n'avait pas été le silence de deux personnes qui s'éloignent. Ce avait été le silence d'une personne qui observe et d'une personne qui est observée, et une seule d'entre elles le sachant. J'ai écrit dans le journal cette nuit-là, 7 ans. File à la documentation. Elle connaissait la lettre Méridian avant même de demander de l'espace. Elle savait déjà que la porte était ouverte. Elle voulait juste voir si je l'utiliserais. J'ai fermé le journal. Puis je suis sorti, j'ai fendu une corde de bois de chauffage que Mel avait laissée près de la remise, et j'ai travaillé jusqu'à ce que mes bras soient bien fatigués et que ma tête soit claire. Cole est arrivé à Hartwell un samedi matin début décembre sans prévenir. Il avait appelé Cassidy à la place, ce qui m'a tout dit sur son état d'esprit. Il n'était pas sûr de l'accueil qu'il recevrait de ma part, alors il a triangulé d'abord. Cassidy lui avait dit d'y aller. Elle l'avait dit de sa manière directe, « Papa ne te claquera pas la porte au nez, Cole. » Il ne l'a jamais fait. J'ai entendu son camion sur le chemin de gravier à 9h15 et je suis sorti sur le porche avec 2 tasses de café. Il s'est arrêté, a coupé le moteur et est resté un instant dans la cabine avant de sortir. Je l'ai laissé prendre son temps. Certaines arrivées ont besoin d'un moment pour se ressaisir. Il a remonté le chemin, et je lui ai tendu une tasse sans un mot. Il l'a prise. Nous sommes restés là sur le porche à regarder l'étang, qui avait une fine couche de glace sur les bords par ce froid de décembre. « Bel endroit, a-t-il dit. Ça te plaît. On s'y habitue, ai-je dit. Il a enveloppé la tasse de ses 2 mains. J'ai dit des choses après ton départ à Cassidy à ton sujet. Je sais que je n'avais pas une vue d'ensemble. Tu avais l'image que ta mère t'avait donnée, ai-je dit. C'est ce qui était disponible. Tu as travaillé avec ce que tu avais. Il m'a regardé. Tu ne vas pas me faire regagner ça, n'est-ce pas? Cole, tu es mon fils. Il n'y a rien à regagner. Il a hoché la tête une fois, comme les hommes le font quand ils ont porté un poids et que quelqu'un le prend sans cérémonie. Il a bu son café et j'ai bu le mien et nous sommes restés là tandis que le matin du Tennessee s'ouvrait autour de nous. Paula l'avait envoyé. Je le savais avant qu'il ne le confirme. Elle l'avait appelé 2 semaines auparavant et lui avait demandé d'aller, raisonner son père, d'expliquer que suffisamment de temps s'était écoulé pour qu'elle soit prête à travailler sur les choses, que la famille avait besoin de retrouver son centre. Cole avait accepté la mission parce qu'il avait 28 ans et qu'il aimait sa mère et qu'il croyait toujours que la plupart des choses cassées étaient réparables si on leur appliquait suffisamment de conversations raisonnables. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était de trouver un homme qui semblait plus reposé et plus serein qu'il ne l'avait été depuis des années. Il ne s'attendait pas à Linda. Il ne s'attendait pas à passer 4 jours dans une petite ville du Tennessee et à revenir changer. Linda a apporté de la nourriture le dimanche après-midi, un rôti de bœuf et un plat de pain de maïs, et s'est assise à la table de la cuisine avec Cole et moi pendant 2 heures. Elle a parlé de Gary, de la ville, du travail que j'avais fait autour de la propriété. Elle a parlé de la visite de Finn, et de la façon dont les temps avaient gelé correctement la 2e semaine de décembre, et de la façon dont le voisin de Mel, qui chantait du gospel, avait finalement trouvé une note quelque part dans les environs de la bonne tonalité. Cole l'a regardé comme il regardait les choses qu'il était encore en train de digérer. Après, quand elle fut repartie chez elle, il s'est assis à la table, les mains autour d'une tasse fraîche, et a dit, elle le savait, papa. Gary était mon meilleur ami pendant 15 ans, ai-je dit. Et elle a juste atterri ici? Elle était déjà ici quand je suis arrivé, ai-je dit. Je ne l'ai pas planifié. Certaines choses n'ont pas besoin d'être planifiées. Cole est resté silencieux pendant un moment. Puis, maman pense que tu es venu ici pour la punir. Je suis venu ici parce qu'elle me l'a demandé, ai-je dit. Je l'ai prise au mot. Ce n'est pas une punition. C'est juste écouter. Il a réfléchi longtemps à cela. Le lundi soir, il avait arrêté de parler de la position de Paula et avait commencé à poser des questions sur la propriété, sur le travail que j'avais fait, sur les petits boulots chez Mel et la famille dont j'avais réparé la terrasse en novembre. Le mardi, il tenait un marteau,
m'aidant à terminer la dernière section de charpente d'un petit bâtiment annexe que j'étais en train de monter derrière la location. Il a appelé Paula mercredi matin depuis son camion avant que nous ne commencions le travail. Je n'ai pas entendu la conversation, mais quand il est revenu, il a pris son marteau et a dit sans lever les yeux, « Je lui ai dit que tu allais bien. Je lui ai dit que tu ne rentrais pas à la maison. » Comment a-t-elle pris ça? Environ comme tu t'y attendrais. Il a planté un clou proprement du premier coup. Elle finira par y arriver. Il est resté le reste de la semaine. Quand il est parti dimanche, il m'a serré la main au camion et a dit, « Finn a raison à propos de cet endroit. » Finn a raison sur la plupart des choses, ai-je dit. Cole a ri. Un vrai. Et il est reparti vers le nord. La semaine suivante, Cassidy est venue. Elle n'est pas venue avec un programme. Elle est venue avec un plat à gratin et un sac de couchage et 3 jours de congé, et elle a passé la majeure partie de son temps assise sur le porche avec Linda, parlant comme le font les femmes lorsqu'elles se jaugent mutuellement et trouvent la mesure satisfaisante. Je les ai observées de l'intérieur le premier après-midi à travers la fenêtre de la cuisine et j'ai pensé à Gary Sutton, qui disait que le vrai caractère d'un homme se révélait et à qui il choisissait de s'asseoir près de lui. Je pensais qu'il aurait quelque chose de sec et de juste à dire sur la vue depuis ma fenêtre de cuisine. Je pensais qu'il approuverait probablement. Le divorce a été finalisé en mars. Phil Garrett l'a géré avec la minutie pour laquelle je l'avais payé, et la discrétion que je n'avais pas eu à lui demander. La structure de la fiducie a tenu bon, Cole, Cassidy et Finn en tant que bénéficiaires, les actifs commerciaux protégés, les contrats municipaux intacts. Paula a reçu une maison, sa voiture et un accord tiré des comptes conjoints qui lui laissaient la possibilité de vivre confortablement sans difficulté. La documentation du logiciel de surveillance nous a donné un levier important, mais j'ai dit à Phil que je ne voulais pas de levier. Je voulais que ce soit propre. Il m'a obtenu une séparation nette. L'avocat de Paula a insisté sur plusieurs points. Phil a répondu à chacun par des documents. À la 3e session, l'avocat de Paula a cessé d'insister. Paula n'a pas contesté les conditions finales. Je ne sais pas ce qu'elle en a ressenti et j'ai arrêté d'essayer de le reconstruire. Certaines choses appartiennent à la personne qui les a vécues. La maison à Hartwell, la petite que j'avais construite sur un terrain d'un demi-acre que j'avais acheté à Mel en janvier, a été achevée en avril. 3 chambres, un porche couvert, une vue sur le même étang que j'observais depuis octobre. J'avais fait la majeure partie de la charpente moi-même. Avec l'aide de Cole les week-ends, il venait en voiture, et l'aide de Finn les week-ends, il venait de l'appartement qu'il avait pris à Knoxville après s'être inscrit à un programme de formation là-bas. La pendaison de crémaillère a eu lieu un samedi fin avril. Mel est venue. Ron est venu de chez lui. Les est venu aussi, m'a serré la main dans l'allée, a regardé la maison et a dit, « Bonne base », du ton d'un homme qui savait ce que cela signifiait. Linda est venue avec de la nourriture pour 2 fois le nombre de personnes présentes. Cassidy est venu et a amené une amie. Cole est venu avec sa petite amie, qui ne nous avait jamais rencontrés auparavant, mais a géré l'introduction avec bonne humeur. Finn est venu de Knoxville avec une bouteille de whisky du Tennessee qu'il ne pouvait pas encore boire légalement, mais qu'il avait quand même acheté au motif que le protocole de la pendaison de crémaillère primait sur les technicalités. Nous avons mangé sur le porche et à l'intérieur avec les portes ouvertes sur la soirée d'avril. L'étang a capté les dernières lueurs du jour. Le voisin de Mel, 2 propriétés plus loin, chantait quelque chose d'évangélique qui flottait sur l'eau et a fait sourire plusieurs personnes. Après le dîner, Finn s'est levé. Il ne l'a pas annoncé, il s'est juste levé de sa chaise, son verre à la main, et a attendu que la conversation autour de lui se calme. Il avait 19 ans et il se tenait comme un homme qui savait où il se tenait et pourquoi. J'ai réfléchi, a-t-il dit, à ce que signifie être choisi. Il a regardé autour de la table, moi, Cole et Cassidy, Ron, Linda. J'ai découvert cette année des choses sur moi-même que je ne connaissais pas auparavant. Certaines étaient difficiles, mais voici ce à quoi je reviens toujours. Il a fait une pause, non pour les faits, mais parce qu'il trouvait les mots au fur et à mesure, ce qui les rendait plus vrais. N'importe quel homme peut transmettre quelque chose par accident. Il faut un type d'homme particulier pour tendre la main et choisir quelqu'un délibérément, puis se présenter chaque jour comme si le choix n'avait jamais été remis en question. Il a levé son verre. Papa a construit cette maison de ses mains. Il a construit l'autre de la même manière. Je veux être ce genre de bâtisseur. La table est restée silencieuse un instant.
Puis Ron a dit, c'est la meilleure chose que j'ai entendue de toute l'année. Et il a levé son verre et tout le monde a levé le sien. J'ai regardé mon fils, ce fils particulier, 19 ans, debout dans la maison que j'avais construite pour lui sur une parcelle de terre du Tennessee. J'avais choisi délibérément, sans excuse, à deux mains, tout ce qui comptait vraiment. J'ai levé mon verre et j'ai bu. Plus tard, après le départ des invités et que Cole et Cassidy se soient installés à l'intérieur tandis que Finn et moi étions assis sur les marches du porche dans l'obscurité d'avril, il a dit, « Tu vas bien, papa ?» « Mieux que bien, ai-je dit. » Il a hoché la tête, satisfait, et s'est appuyé sur ses mains. L'étang était argenté sous un croissant de lune. Quelque part sur la route, le voisin de Mel était passé à quelque chose de plus calme. Un hymne peut-être, assez doux pour se mêler aux grenouilles, à l'eau et au son d'un printemps du Tennessee faisant ce que les printemps du Tennessee font. Je me suis assis là et j'ai laissé tout cela se poser autour de moi. La maison derrière moi, mes enfants à l'intérieur, le sol sous mes bottes, c'était à moi parce que j'avais décidé que ça l'était. Et j'ai pensé au matin d'octobre où une femme s'était tenue sur un patio et avait demandé de l'espace et je le lui avais donné en entier. La meilleure chose qu'elle m'ait jamais donnée, cette demande, je me suis juste assuré de la garder.